tout de suite. Le journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 2 novembre. Le Fonds monétaire international salue les efforts consentis par les autorités de la RDC pour maintenir l'économie congolaise à flot. La chef de la mission de cette institution de Bretton Woods a été reçue par le président Félix Tshisekedi. Et puis vous suivrez dans ce journal, dans le secteur de la sécurité, la guerre imposée par le M23 continue à soulever les Congolais. Après Goma, le Grand Équateur a également dit non à l'agression rwandaise sous couvert du M23. Encore une fois, bonsoir à tous. En dépit du contexte international difficile, la RDC a réussi à bâtir une économie résiliente dont la croissance est estimée cette année à 6,1%. Les efforts sont salués par la FMI dont la chef de mission a été reçue par le président Félix Tshisekedi. Les échanges ont porté sur l'actualisation de la perspective économique de la RDC, les politiques monétaires et budgétaires, ainsi que l'implémentation de réponses structurelles pour renforcer la résilience au Congo. Le projet de loi des finances exercice 2023 a été déclaré recevable mardi à l'Assemblée nationale avec une majorité écrasante fixée à plus de 14 milliards de dollars. Cette loi est envoyée à la commission ECOFIN pour examen. Alors, on se pose la question de savoir quelles sont les innovations de ce projet de budget. Tentative de réponse dans ces explications de Fiston Olekou. Ce budget 2023 représente une augmentation de 32% par rapport au budget 2022, près de 100% par rapport à celui de 2021. Devant les députés nationaux pour répondre à leurs préoccupations exprimées lors de la présentation de ce projet de loi des finances 2023, ce vendredi dernier, le Premier ministre Samalou Kondé a souligné entre autres les raisons de ce progrès. De l'apport du code minier, il y a lieu de noter que sa révision a des effets sur le niveau des recettes. L'élément déterminant demeure cependant la volonté politique du chef de l'État, matérialisée par les efforts du gouvernement dans la mobilisation des recettes à travers les régies financières, ainsi que le contrôle de ces recettes exercé notamment par l'Inspection générale des finances. Ce projet de loi comporte quelques innovations. Surtout du côté de la qualité de dépenses, il y a l'accroissement des crédits alloués aux investissements par rapport à leur niveau de l'exercice 2022 avec 45,8%, l'augmentation de la part des investissements dans le budget général de l'exercice 2023, alors que l'augmentation de la part des investissements dans le budget général de l'exercice 2023 est de 37,8%. Il y a aussi l'assertion sur la réduction du train de vie des institutions par une régression de 30% du budget de fonctionnement des institutions entre 2022 et 2023 avec un effet net de régression de 14,3% des frais de fonctionnement des institutions. L'accroissement significatif par rapport au budget de l'exercice 2022 départ des crédits alloués au secteur porteur de croissance, notamment dans l'agriculture, 110,5%, la pêche et l'élevage, 205,7%, ainsi qu'aux secteurs sociaux dont la santé, 62,1%, la culture, 38% et l'éducation dans tous ces sous-secteurs, 39,1%. Le budget 2023 préconise aussi le renforcement des parts des crédits dans les secteurs de la défense et sécurité de 10,4% pour principalement la mise en œuvre de la loi de programmation militaire en vue de la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Dans le but de créer une industrie de batteries électriques en RDC, le ministre de l'Industrie Julien Paluku a réuni les élus des provinces du Tanganyika et de Haut-Lomami, ces deux provinces qui regorgent le lithium et autres minéraux qui entrent en jeu, afin de leur apporter la lumière sur le processus de la mise en place de cette industrie. Enoch Issei.
L'exécution du grand projet de l'industrie des batteries électriques préoccupe autant le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui a réuni les députés nationaux du Haut-Lomami et du Tanganyika, principales provinces qui regorgent de lithium et autres minéraux qui entrent en jeu dans la fabrication de batteries électriques. Le ministre de l'Industrie a dans cette occasion donné des informations clés sur le processus de l'installation de cette usine. Il a par ailleurs rassuré ses élus nationaux qu'aucune des provinces n'est exclue de ces grands projets intégrateurs. Julien Paluku indique que les observations des élus du Haut-Lomami et du Tanganyika seront désormais prises en compte dans l'exécution de ces grands projets panafricains. Il a rassuré par ailleurs que le gouvernement va accélérer le développement des zones économiques spéciales dans les zones du Grand Katanga. Le député, satisfait d'avoir fait attendre la voix de la population du Grand Katanga qui soutient bien sûr la création de cette usine. Ces députés nationaux, conduits par Martin Kabouloulou, ont appelé au calme. La députée nationale Odette Mwamba-Banza, porte-parole, précise. Pour nous, le Nord, nous pensons que pour pouvoir désenclaver, pour pouvoir équilibrer nos coins sur le plan économique, cette usine doit être installée dans une des provinces du Nord. Pour le lithium, nous pensons que c'est au Nord, soit le Tanganyika ou le Haut-Lomami, que doit être construite cette usine de fabrication de batteries électriques. Il va nous convier à une réunion incessamment pour pouvoir harmoniser nos points de vue. Nous disons à notre population de pouvoir se calmer. Signalons qu'un cadre de concertation a été mis sur pied et le ministre Paluku et les élus nationaux devront se rendre à Manono, dans les Tanganyika et dans les Haut-Lomami pour échanger avec les notables, mais aussi la population sur ces grands projets. A validé le principe de déploiement des troupes de la KDF, c'est-à-dire l'armée kenyane en RDC, dans le cadre de la force régionale. L'objectif est d'aider la RDC à vaincre les groupes rebelles qui écument l'est du pays. Le nouveau président kényan a visité les troupes et les engins qui vont faire une descente dans la poudrière de l'Est. Dieudonné Bouana Ali. L'étau se resserre désormais contre les terroristes du mouvement du 23 mars, dit M23. En plus de la contre-offensive des forces loyalistes, Nairobi a annoncé ce mercredi 2 novembre le déploiement des troupes en République démocratique du Congo dans le cadre d'une intervention militaire régionale visant à soutenir Kinshasa face aux rébellions actives à l'est du pays. Annonce faite par le nouveau président kenyan, William Ruto, lors de la remise de l'étendard au contingent kenyan avant le départ pour la RDC. En tant que voisin, le destin de la RDC est lié au nôtre, a lancé le président Ruto à Nairobi lors d'une brève cérémonie officielle, avant d'ajouter « Nous ne permettrons pas aux groupes armés, aux criminels et aux terroristes de nous priver de notre prospérité commune. » Toujours dans le secteur de la sécurité, aucun Congolais ne reste indifférent face à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, touchant l'intégrité du territoire national. Les populations du Grand Équateur, toutes tendances confondues, sont montées au créneau, notamment les membres du parti politique agissant pour la République AREP. Ils ont manifesté dans les rues pour soutenir leurs cadres, les populations de la partie orientale du pays et les forces armées congolaises. Fiston Oleko. La République démocratique du Congo reste un et indivisible. Conscient de cette réalité puissante, son peuple du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest est unanime au combat de l'intégrité territoriale. C'est pourquoi les populations du Grand Équateur en général, particulièrement les membres du parti politique agissant pour la République AREP, ont battu le pavé pour manifester leur soutien au cadre de cette formation politique et leur solidarité aux compatriotes de l'Est qui vivent ces violences émaillées de la détérioration de la situation sécuritaire. Chant patriotique, drapeau de la RDC en main, banderole, ces manifestants sont déterminés à exprimer leur désapprobation face à l'occupation de la cité de Bunagana au Nord Kivu et d'autres localités environnantes. Cette mobilisation intervient dans ce contexte particulier alors que le parti politique agissant pour la République AREP a dénoncé ouvertement cette agression congolaise du M23 avec le soutien du Rwanda via un communiqué rendu public le 31 octobre.
tout en assurant son soutien aux populations meurtries par cette guerre, causant des décès et des déplacements des populations. AREP dit se ranger derrière les autorités du pays, notamment le chef de l'État et le Premier ministre, pour faire face à cette situation. Si sur le front militaire et diplomatique, le pays lâche rien, le membre du parti politique AREP et les populations du Grand Équateur ne jurent que par les fronts populaires. Restons toujours sur cette question de l'insécurité à l'est du Congo. 48 heures après l'expulsion de Vincent Karega, des réactions ne cessent d'être enregistrées. Après les diplomates, les politiques également délient leur langue. Je vous propose d'écouter à ce propos Vanel Kabamba, cadre de l'UNC Lualaba, qui a été joint par Patricia Mabungu. Je vais dire que l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo, lorsque nous l'avons tous appris, c'était une très très bonne nouvelle pour l'ensemble du peuple congolais, parce que, à vrai dire, il n'y avait plus aucune raison que ce monsieur qui est le représentant des Kagame en personne puisse rester dans notre pays après toutes les preuves que détient notre gouvernement. Parce que nous avons toutes les preuves nécessaires qui démontrent à suffisance que le Rwanda est en train de soutenir le M23. Et cela n'est pas à discuter parce que nous avons démontré même au niveau des concerts des nations. Donc ces messieurs ne pouvaient pas rester chez nous pendant que nous détenions toutes les preuves nécessaires. Deuxièmement, je pense que cette décision est un message, n'est-ce pas, qu'on a lancé au Rwanda, que les chefs de l'État et son gouvernement, que le peuple congolais a lancé au Rwanda, n'est-ce pas, un message de mécontentement à l'égard de ces agresseurs, qui est déjà d'ailleurs dos au mur, parce que le monde entier rejoint en ce moment la voix de la RDC. Vous avez vu les Nations Unies, vous avez vu l'Union africaine, n'est-ce pas, et les États-Unis d'Amérique. Tout le monde, le concert des nations, rejoint la voix de la RDC en dénonçant haut et fort cette énième agression du Rwanda à la République démocratique du Congo. On en a marre, nous sommes fatigués par rapport à ça, et je pense que le gouvernement devait, n'est-ce pas, poser des actes, n'est-ce pas, qui rassurent le peuple congolais. Alors, de par cette décision, je dirais aussi que le gouvernement congolais a montré aussi sa détermination à mettre fin, n'est-ce pas, définitivement à cette insécurité qui a causé la mort de plusieurs compatriotes à l'est de mon pays. Et cela constitue une lueur d'espoir pour l'ensemble du peuple congolais, parce que le peuple a besoin, n'est-ce pas, de vivre en paix et que les pays puissent avancer. Un pays en guerre ne se développe jamais. Goma, après 2 jours de forte activité populaire pour dénoncer la politique du Rwanda et l'immobilisme de la MONUSCO, la mégapole du Nord Kivu doit faire face au contre-coup économique de la guerre dû au déplacement des civils dans certaines localités. Plus de détails dans cet élément de Gisèle Malamba. La ville de Goma vit depuis quelques jours dans une turbulence liée à la guerre à l'est du pays. Surtout en début de cette semaine, avec des manifestations de population et la société civile contre l'occupation de Bunagana par le M23 soutenu par le Rwanda. Écoles, marchés, commerces, entreprises, églises sont restés fermés. Les activités économiques sont au ralenti, ce qui crée un manque à gagner pour l'État et les acteurs économiques. Les villes de Sake, Masisi, Rutshuru, qui constituent des greniers agricoles pour la ville volcanique, connaissent elles aussi des mouvements de population fouillant les atrocités des M23. Selon un communiqué de la société Virunga Énergie, même la centrale de Matebe, qui alimente les agglomérations de Kako, Bouraï et Rutshuru, n'a pas été épargnée, plongeant ainsi des milliers de ménages dans l'obscurité. Ces tensions qui sont perceptibles dans le chef-lieu du Nord Kivu n'offrent pas un climat favorable à la mobilisation des recettes, alors que le Nord Kivu est compté parmi les provinces qui contribuent efficacement au budget national dans le domaine des mines, des douanes et du tourisme. Toute cette situation explique les SOS de la population de l'Est qui n'a qu'un souhait, le retour de...
Autre chose à présent, réforme de l'appareil judiciaire congolais. Après le concours de recrutement des magistrats lancé le 9 octobre, 5000 candidats ont été retenus. Ces résultats ont été rendus publics par le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, qui a tenu une conférence de presse ce mercredi à Kinshasa. Patience Lokeke et Stani Samba. Au total, 5000 candidats magistrats sur 23 081 sont retenus à l'issue du concours organisé par le Conseil supérieur de la magistrature, organisé simultanément dans 15 provinces de la RDC le 9 octobre dernier, soit un taux de réussite de 24,6% dans l'ensemble du pays. Selon le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, la meilleure candidate est de Kinshasa avec 80% de points, suivi du Haut-Katanga. Le nombre de candidats qui avaient déposé leur demande était de 35 040. Et le nombre de candidats identifiés à la veille du concours de 24 602. Mais le nombre de candidats ayant participé au concours et de 23 081 candidats. Le meilleur pourcentage par site. Kinshasa, c'est d'ailleurs la lauréate. C'est une dame. Elle a eu 80%. C'est Madame Awanjo Onyumbe Charlotte qui a obtenu 80%. Pour le site du Haut-Katanga, c'est Madame Machozi Okolonga Christelle avec 71%. Pour Dieudonné Kamuleta, l'organisation de ce concours était une urgence étant donné que le pays ne compte que 3000 magistrats dans son ensemble. Avec les réhabilités, donc avant la réhabilitation de certains de nos collègues, le nombre était inférieur. L'urgence qui s'imposait pour ce recrutement. Selon le Conseil supérieur de la magistrature, les résultats de tous les candidats retenus sont à retrouver ce mercredi dans son site internet. Les 10 résultats seront répartis en 2 groupes de 2500 chacun. Les candidats retenus du premier groupe seront enrôlés à l'exercice 2023 et le second en 2024. Vous avez plutôt reconnu la voix de Fiston Oleko. Après l'acquisition d'un terrain à Kingabwa dans la commune de Limete, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a officiellement lancé les travaux de construction des bâtiments d'entreposage du matériel. Plus de détails avec ce reportage de Voldy King. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a officiellement lancé les travaux de construction de l'entrepôt acquis par la centrale électorale à Kingabwa dans la ville-province de Kinshasa. Il a été accompagné du questeur Agé Matembo, du questeur adjoint Sylvie Biremba Nobalume, du secrétaire exécutif national Toto Mabiku Totokani, du membre de la plénière Joséphine Ngalula et certains cadres de la direction de la logistique. Oui, la visite est motivée par le fait que nous devions formellement lancer les travaux qui ont déjà commencé. Et on est vraiment à pied d'œuvre pour construire des hangars qui vont servir de dépôt. Ça sera le plus grand dépôt de la CENI dans le pays. Comme ça, on va entreposer tout ce qu'on a comme matériel et tout ça. Donc c'est un moment très important parce que nous ne voulons pas continuer à être des locataires. Et à ce sujet, nous ne pouvons que remercier le gouvernement du pays pour nous avoir donné les fonds pour faire ce travail qui est encore en train de se faire. Nous ne sommes pas encore au bout parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Donc c'est un moment très important parce que ça signifie qu'à l'avenir, la CENI n'aura plus de problème d'entreposage, tout au moins en ce qui concerne la ville de Kinshasa. Denis Kadima s'est voulu formel, réaffirmant la ferme détermination de son équipe à remplir la mission qui lui est dévolue. Et maintenant, nous entrons dans la phase des opérations. Nous voulons faire un peu d'une pierre deux coups. Pendant que nous sommes en pleine opération, nous n'arrêtons pas les travaux, nous continuons à construire pour que
à l'avenir, on n'ait plus de problème d'espace. On rappelle les nouvelles espaces acquis le 15 septembre 2022 d'une superficie de 25 865 mètres carrés disposent de 3 bâtiments avec une capacité de stockage de 13 150 mètres cubes. Et puis, le monde célèbre le 2 novembre la journée de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. À cette occasion, l'ONG Journalistes en danger a présenté au centre CEPAS de Kinshasa son rapport annuel sur l'état des médias et la liberté de la presse en RDC. À la lecture de ce rapport de 70 pages, il ressort que la liberté de la presse au Congo est encore fragile. Suivez. La journée de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes a donné lieu à un débat ouvert sur la sécurité de ceux qui affrontent les risques pour informer. Quelle est la situation de la liberté de la presse en RDC? Pour répondre à cette question, l'ONG Journalistes en danger, GED, a sélectionné une belle brochette des professionnels des médias, des professeurs d'université et même le ministre de la Communication afin de mener une réflexion et proposer des pistes et des solutions pour arriver à améliorer la situation de la liberté de la presse qui reste fragile selon GED. L'ONG dit avoir enregistré 124 cas d'attaque contre les journalistes, dont un cas de mort cette année. Des chiffres en augmentation par rapport à l'année précédente, regrette le secrétaire général de GED. Nous avons documenté au moins 124 cas d'attaques diverses contre les journalistes et les médias. L'année dernière, on en était à 110 et l'année d'avant, on était à 116, ce qui indique bien que ce sont les chiffres qui augmentent et qu'en 3 ans, on a compté plus de 350 cas d'attaque contre les journalistes et contre les médias. Alors la journée d'aujourd'hui nous donne l'occasion de rappeler au gouvernement ses engagements, notamment que le gouvernement a la responsabilité d'assurer la protection des journalistes, de mener des enquêtes chaque fois qu'il y a des cas d'assassinat des journalistes ou des violences qui sont commises contre les journalistes et de pouvoir poursuivre effectivement les responsables de ces atteintes. Chivis Chivwadi estime que les abus du pouvoir, l'impunité, une loi de presse répressive et la pauvreté des organes de presse expliquent la fragilité de la liberté de la presse en RDC. Pour le ministre de la Communication, les autorités consentent des efforts dans le sens de l'amélioration de la liberté de la presse, mais il faut aussi un journalisme responsable pour recréer un environnement sain. Je pense que aujourd'hui, les journalistes se meurent du fait aussi des journalistes. De toute évidence, les meilleurs remparts du journalisme, c'est être un professionnel. Je ne suis pas sûr que dans tout ce que nous voyons comme travail des journalistes, le professionnalisme est le premier point qui est mis à table. Vous qui suivez les questions de manière régulière, vous allez voir que c'est souvent les mêmes qui sont concernés par les mêmes types de remarques. Entre les pratiquants et les autorités, le juste milieu est assuré par les scientifiques. Le professeur Jean-Chrétien Ekambo promet la publication d'un livre sur la sécurité d'un journalisme professionnel. Et en réaction au contenu de ce rapport, les professionnels des médias ont donné de la voix. Pour les journalistes, la question ne fait pas débat. La situation de liberté de presse n'avance pas en RDC. C'est en tout cas le point de vue de Élisée Odia, la correspondante de la Voix de l'Amérique, était au micro d'Orman Monsanto. Suivez. GED parle d'une augmentation de cas d'atteinte à la liberté de la presse ici, contrairement à l'année passée. Donc, les choses n'évoluent pas, en tout cas n'évoluent pas comme on l'aurait souhaité. Parce que vous savez, avec l'avènement de l'actuel pouvoir ou l'actuel régime, on s'attendait quand même à ce qu'on puisse occuper la tête des pelotons de pays où la liberté de la presse est totale, peut-être pas parfaite, mais où on aurait de moins en moins de cas d'atteinte à la liberté ou de moins en moins d'arrestations, moins en moins des menaces, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et moi, je peux le ressentir dans mon travail quotidien, qui parfois, vous êtes obligé de faire de l'autocensure parce qu'il y a cet accroissement des menaces qui touchent même vos familles, qui touchent même vos proches. Et ça devient quand même un peu inquiétant. Mais est-ce qu'il faut désespérer? Non, je ne suis pas du genre à être pessimiste. Moi, je crois qu'il est toujours temps
de réajuster le tir, de voir ensemble avec le pouvoir politique, ensemble avec les élus, avec les journalistes, comment on peut travailler pour essayer d'assainir. C'est vrai, il y a des problèmes aussi de notre côté, on ne va pas se leurrer. On n'est pas tout beau non plus, non. Il y a des choses à revoir dans notre façon de travailler, dans la professionnalisation de ce travail et dans le respect de l'éthique et de la déontologie. En sport, CHAN Algérie 2023, le sélectionneur de A' de la RDC, Otis Ngoma, a rendu public la liste de 41 présélectionnés qui iront en stage en Turquie, stage d'une semaine du 14 au 21 novembre 2022 pour mieux préparer cette compétition qui débute en janvier prochain. Blest Kouzola. L'égalisation sur ce coup franc trop rapidement joué. En prélude de la participation des Léopards à prime des RDC au 7e championnat d'Afrique de nations de football, prévu du 13 janvier au 4 février 2023, le sélectionneur principal, Otis Ngoma, a publié ce mardi 1er novembre la liste des 41 présélectionnés pour le stage de Turquie. Au poste de gardien de but, nous avons Moukawa Yves du FC Saint-Éloi Lupopo, Siadi Badjo du tout-puissant Mazembe, Jackson Lunanga de l'AS Maniema Union, Hervé Lomboto du Dain Clémenté Apembe et Lubote Kassala de la Jeunesse Sportive Groupe Bazano. Chez les défenseurs, nous avons Elton Kayembe de l'AS Maniema Union, Ebola Steven de l'AS Maniema Union, Isama Peko du tout-puissant Mazembe, Kasereka Apianome du DSMP, Ikoyo Iembe de Lupopo, Boka Isaka de Lupopo, Luzolo Sita du tout-puissant Mazembe, Ebunga Simbi de l'SV Club, Monde Kozatu du tout-puissant Mazembe, Fingi Magemba de l'SV Club, Mukeka Kabala de l'US Chinkuku et Ndongala Makonzo de la JSK. Au milieu de terrain, on retrouve Amédé Massassi du tout-puissant Mazembe, Moukoko Tonombe du tout-puissant Mazembe, Mika Miché du FC Saint-Éloi Lupopo, Zemanga Sosé du tout-puissant Mazembe, Mutumo Sizilou de l'SV Club, Likonza Glodi du tout-puissant Mazembe, Kikasawamba de l'SV Club et Foloko Nzolama de l'AS Kouya, Charvé Onoa de l'AS Maniema, Boueni Fortina de l'AS Rangers, Mira Kalonji du FC Renaissance. Dans le rôle des attaquants, l'on retrouve Bola Lobota du FC Central Lupopo, Kinzumbi Philippe du tout-puissant Mazembe, Mpia Nzengeli de l'AS Maniema Union, Jonathan Ikangalombo du Dain Clémenté Apembe, Obed Mayamba de l'AS Maniema Union, Eric Kabwe de l'AS V Club, Makusu Mundele du FC Central Lupopo, Adam Bossou Nzali du tout-puissant Mazembe, Mola Otsinga de Sa Majesté Sangabalende, Merci Ngimbi du tout-puissant Mazembe, Kikwama Mujinga de l'SV Club, Eli Panzu de l'SV Club et Bakata Amsini du tout-puissant Mazembe. Ce stage de 7 jours aura lieu du 14 au 21 novembre 2022 et sera ponctué par 2 matchs amicaux le 17 et le 20 novembre, respectivement face à la Gambie et le Niger. Et parlons infrastructures sportives. Dans le Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a visité le stade de Kibassa Maliba qui est en chantier. Il était question pour le numéro 1 de la province d'évaluer les travaux en cours. Encore une fois, Blest Kouzola. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, était sur terrain ce lundi 31 octobre 2022. Il avait dans sa suite le vice-gouverneur et la commissaire provinciale au sport pour visiter le stade omnisport Kibassa Maliba. 2 semaines nous séparent de la fin des travaux de réhabilitation de ces complexes sportifs. Le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué y a effectué une visite d'inspection avec à ses côtés le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfoua Kibimba et la commissaire au sport Pauline Ingwabi. Le vestiaire ont été réceptionnés avec l'air sanitaire modernisé. La salle de conférence de presse est encore en chantier. Au niveau de l'aire de jeu, l'on pose déjà la pelouse synthétique après les travaux d'assainissement. Pendant ces temps, le gradin de pourtour cède la place au siège de stade aux couleurs du drapeau national, une première. Que les travaux peuvent se terminer complètement au stade Kibassa Maliba et pour ça nous sommes très satisfaits. Et nous pensons que dans le silence nous avons pu faire grand chose, mais certainement il reste à couvrir le stade et cette étape pourra suivre même l'année prochaine. Tout ça nous voulons répondre à l'appel du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui veut que nous puissions travailler pour notre jeunesse. Rappelons cependant que les autres bâtiments liés à ces complexes omnisports subissent chacun une grande retouche. Place à présent à la page internationale.
Malgré la forte croissance des flux d'investissements directs étrangers dans le monde après la chute en 2022 induite par la crise sanitaire, les chiffres ont plutôt connu une baisse drastique sur le continent africain parce que ces investissements se sont contractés de 90% à 1 milliard de dollars au second trimestre 2022. C'est ce qui ressort d'un nouveau rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Edouard Funda. Les investissements directs étrangers sur le continent ont atteint 1 milliard de dollars au deuxième trimestre 2022 contre 10 milliards de dollars au premier trimestre, indique le nouveau rapport de la CNUCED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Ceci correspond à une chute de 90%. Aussi, faut-il le préciser, les investissements directs étrangers sont en chute libre dans le monde entier et particulièrement sur le continent africain depuis plus d'une décennie en raison du contexte mondial morose. Le monde entier a été tellement distrait par la guerre en Ukraine, au point où les investisseurs et les interconnexions entre les investisseurs en ont été influencés, ce qui a ralenti les investissements directs étrangers en Afrique. À cela s'ajoute la crise post-Covid. L'Afrique a été victime de la frilosité des démarches, de la résistance des monnaies, mais aussi de la dernière décision de l'OPEP de ne pas suivre les directives visant à baisser le coût du pétrole sur les marchés internationaux, selon les économistes. Toutefois, certains experts estiment que le continent doit commencer par ne plus trop se fier à ses capitaux, mais chercher à mobiliser plus de moyens internes à l'investissement. Selon les experts, les investissements directs étrangers sont très importants pour le développement de l'Afrique parce que les financements internes sont assez limités et ce sont les placements des multinationales qui viennent augmenter la production non seulement agricole mais industrielle et c'est ça qui contribue à l'amélioration non seulement de la balance mais aussi l'activité économique en termes de productivité et de qualité de production. Le rapport 2022 de la CNUCED sur les investissements dans le monde publié en juin 2022 relève que le flux d'investissements vers l'Afrique n'ont représenté que 5,2% des investissements directs étrangers mondiaux en 2021. Ainsi, environ 45% du total des investissements directs étrangers sur le continent en 2021 n'est lié qu'à une seule transaction financière intra-entreprise en Afrique du Sud. L'accord trouvé le 22 juillet entre l'Organisation des Nations Unies, la Turquie, la Russie et l'Ukraine pour la reprise des exportations des céréales depuis le port de l'Ukraine arrive à échéance le 19 novembre. Le week-end dernier, l'ONU a jugé nécessaire de reconduire cette entente pour la sécurité alimentaire mondiale. Le non-renouvellement de cet accord pourrait aggraver la flambée des prix des aliments de base en Afrique et créer la famine dans certaines parties du monde. Encore une fois, Edouard Funda. Accusant l'Ukraine d'avoir attaqué ses navires, la Russie a annoncé le week-end dernier la suspension de l'accord d'exportation des céréales via le port ukrainien. Pour l'Organisation des Nations Unies, cette mesure couplée à un éventuel refus de renouveler l'accord à l'échéance de 19 novembre entraînerait des risques pour la sécurité alimentaire mondiale. L'Organisation des Nations Unies s'est dit inquiète. Selon les données du Centre de coordination conjointe, structure mise en œuvre pour piloter l'initiative céréalière de la mer Noire, depuis le 22 juillet, environ un tiers des exportations de céréales lancées depuis les ports de la mer Noire sont allés à des pays de revenus faibles et moyens dont l'Égypte, le Kenya, le Soudan, la Somalie, la Djibouti et la Tunisie. L'ONU estime que la reprise des exportations a contribué à la baisse du prix du blé et d'autres produits de base, empêchant 100 millions de personnes de tomber dans l'extrême pauvreté. Pour l'Ukraine, la suspension des exportations de céréales entraînerait des conséquences dans diverses régions du globe, dont l'Afrique. Le non-renouvellement de l'initiative céréalière de la mer Noire créerait un contexte mondial d'incertitude, favorisant la spéculation et la thésaurisation, facteur d'une hausse des prix des produits de base. L'ONU y voit également un risque de famine, certains des garnisons expédiées via les ports ukrainiens étant destinés au programme alimentaire mondial pour l'aide alimentaire d'urgence à destination des pays de la Corne de l'Afrique et du Yémen. En Éthiopie, par exemple, près de 10 millions de personnes sont officiellement confrontées à l'insécurité alimentaire dans les zones touchées par la sécheresse. Et c'est par cette nouvelle que nous mettons un point final à notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Géopolis TV.